Bonjour et bienvenue dans ce moment de transmission, de partage d'inspiration autour du coaching en développement intégral et spécifiquement aujourd'hui autour de la thématique de occuper pleinement sa place. Donc c'est un contenu que j'ai transmis en webinaire et là je le partage sous une forme un tout petit peu différente pour que ce soit accessible sur YouTube sans qu'il y ait le partage des, mmh, des participants et plus de fluidité du coup dans le déroulé. Hem, c'est, donc un webinaire qui s'inscrit dans, des webinaires de découverte du coaching en développement intégral puisqu'en décembre, aura lieu une formation d'initiation au coaching en développement intégral. Donc une formation de 3 jours, ce sera à Nantes les 4, 5 et 6 décembre. L'idée, c'était de vous faire, découvrir par des angles qui sont des thématiques, le coaching en développement intégral. Et à qui ça s'adresse? Alors, c'est pas obligé que vous ayez envie, de devenir coach, c'est pas obligé que vous ayez envie de vous former là, maintenant, tout de suite au coaching en développement intégral. Ce qui est important, selon moi, c'est que ces thématiques-là, occuper pleinement sa place, ça vous parle, que vous ayez, envie de comprendre mieux comment fonctionne un être humain, de ce qu'il y a d'un un être humain à se déployer. Voilà, on va aborder plein de points en lien, avec ça. Et mon invitation, donc ça va être, vous allez voir un partage, du coup très théorique et mon invitation, c'est de, vous laisser inspirer, vous laisser emmener sur ce chemin et voir, sentir, ce qui, résonne en vous et ce qui s'ouvre pour vous en lien avec ce que vous écoutez. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont peut-être moins vous parler et peut-être qu'il y aura des choses sur lesquelles vous dites: «Ah ça, c'est ça que j'ai envie de déployer, dans ma vie en ce moment, c'est ça qui me parle». Et donc c'est pour ça que je parle d'écoute profonde. C'est, écouter ce que je dis, regarder ce que vous allez lire, mais aussi, écouter ce que ça vous fait en vous, de recevoir, ces transmissions-là, ces informations, ces éléments. Hem, voilà. Voilà cette intro et je vous propose un tout petit temps d'ancrage avant qu'on se lance et que je lance le diaporama. Moi, je trouve ça très important, les temps, d'ancrage pour, simplement arriver pleinement au contact de, ce qui va s'ouvrir et donc je vous propose simplement de prendre conscience de votre posture, sentir, vos pieds sur le sol, sentir comment votre corps est installé et inclure dans votre conscience, votre attention plus que juste, le mental, la tête qui réfléchit, qui pense, qui fait des to-do list. Pour descendre dans une dimension de ressenti plus subtile, plus profond, au contact, de votre vie émotionnelle, de tous les signaux qu'envoie votre corps en cet instant. En profitez pour, vous relier à votre respiration, le va-et-vient de l'inspire et de l'expire. Et vous sentez ce processus qui se fait d'arriver un peu plus pleinement au contact de vous. Et vous permettez aussi à la force de gravité terrestre de faire son travail et comme de vous faire atterrir sur terre, de vous aimanter à la terre pour habiter un peu plus pleinement votre corps dans son intégration tête, cœur, corps. C'est-à-dire qu'on réunit, on unifie l'intellect, l'émotionnel, le somatique pour être un être complet, connecté à nous, un peu plus aligné, présent. Super. Et je vais simplement me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Julia, je vis à Bordeaux, j'ai 38 ans, je suis mariée depuis 5 ans. Je suis la maman de 2 enfants, Marcel 3 ans et demi, Madeleine 1 an et demi.
Et ben, ma vocation, c'est l'accompagnement. L'accompagnement à travers une posture, à travers des conversations, à travers de la facilitation, à travers tenir un espace pour l'individuel ou le collectif et pour que des transformations soient possibles. Des transformations qui sont plutôt intérieures, subtiles, profondes et qui permettent ensuite à l'extérieur, à mes clients et aux personnes que j'accompagne, ben, de se déployer dans leur vie professionnelle et en incluant un fort alignement avec toutes les autres facettes de leur vie, puisque nous sommes un être unifié, un tout. Voilà, et cette cohérence intérieure, elle est clé pour ressentir de la force, ressentir notre puissance, notre capacité à créer, nous engager, euh, surtout dans un contexte où ça bouge beaucoup à l'extérieur. Voilà. Et donc, ah oui, plus concrètement, mes activités, donc je fais du coaching individuel, je fais de la formation au coaching et je fais de la formation en entreprise sur des thématiques de développement personnel. Et mon parcours, ça a été école de commerce, j'ai fait l'UM Lyon. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez Guerlain en gestion des ressources humaines pendant 4 ans et demi. J'ai ressenti un appel irrésistible au début qui me faisait peur, mais je me suis lancée autour de une grande quête de sens et un besoin d'alignement et d'identifier quel était mon talent singulier pour me mettre au service des autres et du monde d'une façon qui avait vraiment du sens pour moi et qui soit joyeuse. Et c'est comme ça que donc pendant 9 mois, je travaillais toujours et j'ai préparé mon année parce que tout était possible. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais si tout est possible? Donc voilà, j'ai beaucoup cherché, j'ai commencé à me connecter à pas mal de gens, j'ai commencé à vivre des expériences de développement personnel, par exemple un stage de communication non violente avec Thomas Danzambourg. Et puis je suis partie dans cette année sabbatique, voilà, pendant une année. Les 9 mois de préparation, j'en ai fait 5 ans plus tard à peu près un livre qui s'appelle Le voyage avant le voyage et qui explique avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'autodérision aussi, bah, tout mon processus, de façon très transparente. Et puis dans cette année, du coup, je suis partie essentiellement en Asie. J'ai fait des choses qui avaient du sens pour moi. Je pensais aller beaucoup à la rencontre du monde et je suis allée beaucoup dans un chemin de redécouverte de moi et de reconnexion, tête, cœur, corps. J'étais très guidée par mon mental et j'ai appris qu'en fait, j'avais une intelligence émotionnelle et une intelligence de mon corps qui étaient là aussi pour me guider. Et voilà, qu'est-ce que ça fait si je connecte tout ça ensemble? Et de fil en aiguille, j'ai rencontré le fondateur d'une école de coaching, James Flaherty, quand j'étais à Singapour. Il venait de San Francisco et ça a été une révélation. Et je suis partie quelques mois plus tard faire sa formation. Voilà. Et depuis, j'accompagne, donc ça fait maintenant à peu près 8 ans. Et je fais partie de la Fédération internationale de coaching, certifiée, comme on dit, PCC. Voilà, donc avec un engagement pour une éthique et une déontologie, une exigence en lien avec le coaching. Allez, c'est parti. Donc, première partie, je vous parle de occuper pleinement sa place. Et ensuite, pour ceux qui sont intéressés par la formation en coaching, ce que je ferai, c'est que je mettrai la présentation de la formation de décembre et je la commenterai avec vous. Alors, partager. Moi, je veux partager mon écran. Toc, webinaire. C'est parti. Je voudrais un diaporama. Hop, ça, il faut que je le bouge. Voilà. Très bien. C'est parti. Je commence par vous présenter le coaching en développement intégral parce que c'est une approche de coaching assez atypique et pas très connue en France. En coaching en développement intégral, on propose en tant que coach un travail qui va au-delà de l'enjeu qui est amené par notre client, mais qui va vraiment venir adresser la personne, comment la personne s'est construite, pourquoi elle rencontre cet enjeu aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ne voit pas, pour pouvoir non seulement l'aider à résoudre son enjeu, mais à se développer bien plus globalement. On va descendre pas mal en profondeur et on inclut toutes les facettes de la personne. Donc voilà, ça adresse la personne dans sa globalité.
Généralement, moi, je travaille avec des personnes en individuel qui ont un enjeu autour de leur déploiement professionnel, de l'expression de leur talent, de travailler autour des challenges et défis. Et ce qui est très riche avec le coaching en développement intégral, c'est qu'on peut inclure toutes les facettes de la vie. Et souvent, il y a des angles morts et des mécanismes en place qu'on va aller travailler, qui sont en dehors de la pure vie professionnelle, parce que nos schémas profonds se jouent dans de multiples facettes de notre vie. C'est un coaching vertical qui adresse la cause racine. En fait, on ne va pas être dans il y a un problème, j'ai besoin d'une solution. Et moi, j'aide horizontalement la personne à trouver sa solution. Exemple, euh, quelqu'un souhaite une nouvelle étape professionnelle. Mon rôle ne va pas être de l'aider à faire son CV et postuler, euh, mais plus d'identifier en fait ben, le désir profond de cette personne et ce qui l'empêche de se déployer et ce qui se joue à des niveaux plus profonds dans l'arrêt là, d'un cycle de vie pour renaître à autre chose. Autre exemple, une personne va vouloir un changement de poste, gagner par exemple plus d'argent. On ne va pas travailler sur le changement de poste et sur gagner et comment gagner plus d'argent. On va travailler en fait beaucoup plus en profondeur autour de qu'est-ce qui se joue plus profondément qui fait que la personne a ces besoins-là. Et parfois, ensuite, on ira travailler sur le changement de poste et gagner plus d'argent. Mais en fait, on travaille toujours en coaching en développement intégral euh, beaucoup plus profondément que euh, l'enjeu qui est amené. On ne travaille pas au niveau du symptôme, on travaille vraiment au niveau de la cause racine. Voilà, c'est pour ça que la posture du coach est très importante parce on va venir vraiment ressentir ce qui se joue au-delà des mots. On va écouter ce que la personne ne dit pas, par exemple, au-delà de ce qu'elle dit. C'est une approche de coaching qui permet de développer l'excellence. En tout cas, on cherche à aider notre client à développer son excellence. Et son excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire être au meilleur de soi, exprimer le meilleur de soi par rapport à où j'en suis dans ma vie, dans quelle étape je suis, ce qui m'est donné de vivre, les enjeux que je rencontre, la façon dont j'ai envie de me déployer au monde, la capacité que j'ai. Donc voilà, on est vraiment dans l'expression alignée et la plus tranquille possible, juste, hein, beaucoup de justesse, du meilleur de soi. Deuxième dimension qu'on aide nos clients à développer, c'est leur capacité d'autocorrection. En fait, c'est cette idée de devenir conscient des mécanismes limitants qu'on a en place. Par exemple, un mécanisme limitant, c'est je commence à me disputer avec mon mari. Exemple très personnel qui me vient tout de suite. Je me mets dans mon schéma habituel qui est bouder comme une petite fille, interrompre la relation, voilà, faire la gueule. Et là, je m'observe en train de faire ça et je me dis, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être dans la relation avec mon mari, sachant qu'en plus, on a eu déjà l'expérience pas mal de fois. Et je me sors de ce schéma de la petite fille qui boude pour aller accueillir l'inconfort de ce qui est en train de se jouer et arriver à être en relation différemment que dans mon schéma automatique qui était boudé. Autre exemple, je vais être dans la rue et quelqu'un va me klaxonner. Il y a un mécanisme défensif qui pourrait être «Ah, ça va, hein?» Et il y a un autre mécanisme qui serait «Ah, tiens, en fait, j'avais pas vu que le feu était passé au vert, cette personne me le signifie, ok, merci, cool, je continue à avancer et hop, je démarre sur mon vélo.» Donc voilà, c'est identifier en fait nos schémas qui peuvent être nos schémas souvent de défense en fait. On a plein de schémas qui nous permettent de nous défendre et de nous protéger euh, qui nous séparent davantage des autres, qui nous relient, et du coup, pouvoir s'arrêter au vol pour changer notre façon d'être et de faire. Voilà, autocorrection. Et ensuite, autogénération. Autogénération, c'est cette idée qu'à la fin d'un coaching, un client a développé tellement de capacités à se connecter à lui, à comprendre ce qui se joue, à discerner en fait ce qui est bon pour lui, ce dont il a besoin, et à mettre ça en place dans sa vie, qu'il a plus vraiment besoin de nous. Et c'est ça qu'on vise en fait, cette autonomie, et que cette personne devient son propre coach. Et on dit qu'il s'autogénère parce que ça veut dire qu'il est ou elle est capable de générer pour sa vie toutes les conditions favorables au fait de fleurir, de se déployer, de s'épanouir. Donc, ça va être par exemple des routines pour prendre soin de soi, ça va être la capacité d'avoir des conversations difficiles avec les autres.
Ensuite, ça permet un retour à qui l'on est et un travail sur les limites. Effectivement, en coaching en développement intégral, en tant que client, la personne va arriver avec un enjeu, une entrave, significative et l'idée du coaching, c'est, comme je le disais, d'accueillir ça de façon beaucoup plus large pour, en fait, permettre à la personne d'avoir un espace où elle peut se reconnecter à qui elle est profondément, à son essence, à ce qui la fonde, à, ce qui est profondément vrai et important pour elle. Donc à la fois ça et puis on va travailler sur les limites, en fait, tout ce qui empêche, ça, donc cette essence, qui on est profondément de se déployer, de se mettre au monde, d'être, mis en place très concrètement. Et les limites, donc j'ai mis en lien avec notre structure d'interprétation, c'est parce que, en fait, notre structure d'interprétation, on en parle pendant, la formation, PCDI, principe de coaching en développement intégral, c'est on est né, on est arrivé dans ce monde dans une famille et cette famille a façonné notre façon de voir le monde. C'est pas la même chose d'être né, par exemple, je sais pas, en Égypte, dans une famille, je sais pas, d'agriculteurs ou d'être né, au Japon dans une famille, d'informaticiens. Et à partir de là, cette structure d'interprétation fait qu'on interprète le monde, donc on crée des croyances sur le monde à travers tout ce qu'on a, intégré, dans notre enfance, dans notre éducation et on se dit que ça, est possible et ça n'est pas possible, par exemple. Ou que je suis comme ci et je ne pourrai jamais être comme ça. Ou que la vie, c'est ci, ou que tel ou les autres, ils sont comme ça et cetera. Voilà, donc on travaille, sur, retourner à qui l'on est et dépasser les limites. C'est une méthodologie créative, exigeante et inspirante. Exigeante d'abord parce qu'il y a un cadre méthodologique extrêmement, structurant. Exigeante parce que, en termes de posture du coach, on est très exigeant dans cette école. Ensuite créatif parce qu'on du coup, on réactive des dimensions, de l'humain qui souvent sont en jachère ou qui sont passées, en fait, l'intellect est tellement important dans notre société, que, ce qui éveille notre cœur, ce qui fait vibrer notre corps, c'est souvent laissé de côté et du coup, dans la créativité, il y a ça. Il y a le fait d'utiliser des images, d'utiliser, les musiques, l'art, des poèmes pour se rééveiller à ce qui a profondément du sens, de la valeur et en fait, ce qui crée vraiment, la vibration, la vie en soi, ce qui crée une sorte de fluidité, comme la sève, qui, au printemps vient, monter dans tout l'arbre et fait que, les feuilles vont pousser et cetera et nous, les humains, on fait partie de la nature et on utilise ce même processus de c'est quoi qui nous met profondément en vie? C'est quoi qui nous fait nous sentir vivants? Et le coaching en développement intégral, à une approche créative pour réactiver des choses qui parfois sont un petit peu éteintes à l'intérieur de nous parce que on s'est conformé à, ce qu'on croyait, qu'attendait l'extérieur. Voilà et puis inspirante, inspirante parce qu'il y a ce double, enfin cette double présence du coach qui est du challenge et du soutien. Un soutien inconditionnel, qui passe par notre posture. Posture d'accueil inconditionnel, posture d'écoute, qui est généralement rare, enfin un niveau d'écoute rare et puis, du challenge parce que, comme disait James Flaherty, avec qui, je me suis formée aux États-Unis, on n'est pas là pour boire le thé, et le coach est là pour challenger, pour confronter, pour faire bouger, pour faire voir ce qui est pas agréable à voir et du coup, ben, on est vraiment dans une sorte de container qui permet, une grande transformation intérieure qui va avoir des résultats à l'extérieur. Et puis, dans le coaching en développement intégral, il y a vraiment, ce double mouvement, parallèle, le développement du coach et le développement du coaché. En fait, en tant que coach en développement intégral, on a vraiment appris qu'on peut accompagner nos clients, dans leur transformation, dans la mesure où nous, on a travaillé sur nous et du coup, il y a vraiment une grande exigence, autour de, prendre soin de nous en tant que coach, travailler sur nous, être conscient de nos biais, de nos blessures et cetera et voilà, tout un travail, intérieur. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant d'occuper pleinement sa place? Tac. Donc, c'est s'autoriser à être qui l'on est. Ça veut dire s'affirmer authentiquement. Donc ça veut dire aussi être conscient de tous les moments où on n'est pas super authentique. Exprimer nos besoins et les nourrir.
c'est pas du tout une compétence, une capacité qu'on apprend et qu'on développe dans la société moderne occidentale. Et dans beaucoup de familles, nos parents n'avaient pas forcément accès à ces capacités-là et ne les ont pas transmises à nous, les enfants. C'est poser nos limites et à partir de là, vivre ce que l'on souhaite vivre dans les facettes diverses de notre vie professionnelle et à côté. Et donc, ça implique un chemin de découverte de soi, savoir qui je suis, savoir ce que je veux, au-delà de mes conditionnements, de la personnalité que je me suis créée. Et en fait, tout l'enjeu et toutes les découvertes et l'impact que peut avoir le coaching, c'est que c'est très dur en fait d'avoir conscience de nos conditionnements, d'avoir conscience des couches de personnalité qu'on s'est créées pour généralement correspondre à ce que l'extérieur exigeait de nous. Et du coup, le coaching va aider à se voir, à discerner pour se libérer des conditionnements qui ne sont plus soutenants aujourd'hui et pour qu'on puisse se déployer en étant fidèle à qui on est en train de devenir. Et donc, il s'agit de devenir conscient, consciente de nos croyances pour nous en libérer. Qui suis-je en deçà de toutes ces couches que je porte pour être valable dans la société? Et James, il disait, How can I be myself and worthy in the world? Comment est-ce que je peux être authentiquement moi-même et en même temps valable dans le monde? J'ai l'impression que c'est la quête d'une vie, ça. Alors, là, je vous propose le thème de Living in Questions. C'est quelque chose qui est très développement intégral. Ah oui, ce que j'ai pas dit, mais qui est très important, c'est que le coaching en développement intégral va venir former des coachs dans un long processus transformateur du coach qui travaille énormément sur la posture et ensuite la méthodologie pour accompagner. Et puis nous, on est beaucoup accompagnés en tant que coach en formation. Du coup, il y a le coaching en développement intégral et chaque coach va incarner sa couleur de coach. Donc, là-dedans, dans cette présentation que je vous fais, il y a beaucoup de notions liées au coaching en développement intégral et il y a aussi beaucoup de Julia, de mes expériences, de tous les outils auxquels, depuis une dizaine d'années, je me suis formée, euh, tout ce à quoi je suis sensible. Voilà, donc c'est l'intégrale et c'est Julia. Donc, Living in Questions. Dans le développement intégral, il y a cette idée de interrompre le besoin d'immédiateté, la course en fait dans laquelle on est, où en fait on ne sait même plus ce à quoi après on court, et d'avoir un rapport un peu plus doux, tranquille à comment la vie nous traverse, comment on se met au contact de nous, de nos enjeux, voilà, ramener du calme, de l'ancrage. Et c'est cette idée de, en fait, dans la société actuelle, il y a beaucoup un problème, une solution immédiate. J'ai besoin de ça, je le commande et je l'ai tout de suite. Et j'ai une question, je veux ma réponse maintenant. Le coaching en développement intégral pose des questions profondes auxquelles on ne peut pas avoir une réponse en claquant un doigt, mais l'idée, c'est plus de s'inscrire dans un processus où on va se mettre à cheminer avec nos questions et porter ces questions en nous, les garder proches de nous et venir explorer nos journées, expérimenter plein de choses en lien avec ces questions pour nourrir des réponses petit à petit. Et ces réponses, vous verrez que si vous utilisez ça, c'est pas purement intellectuel, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, du somatique. Et c'est vraiment comme un processus global, tête, cœur, corps, qui se met en place que de rencontrer les réponses progressivement, subtilement à ces questions. Donc voilà, vivre, cheminer. J'ai pas trouvé de traduction parfaite. Living in questions, j'adore en anglais. Et donc les questions que vous pouvez porter, et voyez lesquelles résonnent le plus. Ça peut être à quoi cela ressemblerait de revenir à mon essence. C'est-à-dire qu'avec le coaching en développement intégral, on ne vous propose pas de devenir quelqu'un d'autre, en fait, de plus compétent, plus performant. On vous propose au contraire une forme de dépouillement de tous les mécanismes protecteurs, un dépouillement de tout ce que on peut empiler en tant qu'humain, rajouter des choses, posséder beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses dans l'agenda, puis en fait, on ne sait plus qui on est, c'est encombré. Donc voilà, c'est cette question de à quoi ça ressemblerait de revenir à mon essence, parce que quand on marche notre vie à partir de notre essence, il y a quelque chose de fluide, de simple, de clair,
On a enlevé tous les gros manteaux, là, vieux, qu'on portait sur nos épaules et qui nous servent plus. Voilà, cette question autour de l'essence. Ensuite, quelle est ma singularité? Qu'est-ce qui est unique, chez vous? Qu'est-ce que vous amenez, en étant juste qui vous êtes de par le chemin de vie absolument singulier, chaque étape, les personnes que vous avez côtoyées, les lieux où vous avez voyagé, les expériences professionnelles, les amitiés et puis aussi la partie des souffrances, des blessures, de l'adversité que vous avez rencontrées. Donc voilà, elle est où? Quelle est cette singularité en vous? Et puis qu'est-ce que j'apporte d'unique et précieux aux autres, au monde? À partir de qui vous êtes, et ben, vous rayonnez quelque chose spontanément, naturellement. Comment vous pouvez avoir confiance en ça et comment vous pouvez comme formaliser un petit peu cette chose, ces choses uniques et précieuses que vous vous apportez. Ensuite, quelles sont les grandes thématiques de mon chemin de vie jusqu'à présent? Moi, par exemple, une des grandes thématiques, ça a été la sécurité intérieure, me sentir en sécurité dans mon corps. C'est des choses que j'ai énormément travaillé. Et il y a eu aussi donc ça, c'était plus pour le coup dans les challenges que j'ai rencontrés. Et après, dans les grandes thématiques, pour moi, il y a l'alignement, la justesse, être dans ma justesse, être dans mon alignement. Comment, je me positionne, dans le monde pour créer mon chemin en m'écoutant moi. J'ai dû accueillir aussi mon hypersensibilité et je prends ma place, de façon harmonieuse avec l'extérieur, à partir d'un réel alignement et comment je crée, ma vie, comment je tisse mes relations, avec de la justesse et de l'alignement. Comment je suis guidée par du oui intérieur. Comment j'écoute ce que les émotions viennent me dire et j'honore ça. Ensuite, ça ressemble à quoi de me pacifier intérieurement? Puis, qu'est-ce que je rayonne en étant juste moi? C'est-à-dire sans faire aucun effort, qu'est-ce qui émane de moi comme qualité essentielle? Je suis venue incarner quoi? Juste en étant qui je suis, ma couleur, comme ma saveur, sans faire aucun effort. Ensuite, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Parce que c'est vraiment à partir de là, cette sensation d'être vivant, que ça vibre en nous, qu'on peut créer un chemin, qui est juste, où il y a l'énergie qui circule. On n'est plus en train de se forcer, s'épuiser. Et puis, quels sont les talents que je veux mettre au service des autres? Parce qu'à un moment, quand il y a une forme d'alignement, d'apaisement intérieur, il y a vraiment ce truc d'être généreux de soi, au service, des autres. Mais c'est normal au début de se focaliser sur soi et j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient: «Ah désolée, c'est égoïste», par rapport à prendre, vouloir, par exemple pour ce webinaire, vouloir, prendre pour soi, pour se faire du bien, mais en fait, c'est extrêmement sain. Je ne peux pas donner, à l'autre si je suis épuisée. Je ne peux pas, nourrir de mon eau, fertile l'autre si à l'intérieur la coupe est vide. Hop, et donc à quoi ça ressemble d'occuper pleinement sa place? Eh bien, une fois que ces processus de découverte de soi et d'expression de soi sont en cours, et je dis bien en cours parce que, c'est pas cette idée d'avoir fini, d'avoir bien avancé pour commencer à être aligné. Pour moi, j'aime bien cette image que l'être humain est à la fois, a work in progress et a work of art. On est à la fois une œuvre d'art et un chantier en cours et l'idée, c'est juste d'être en train de travailler les sujets qui sont importants, en train de faire face on est en train de faire face, aux enjeux qu'on a besoin d'adresser. On prend notre courage à 2 mains pour travailler ça. Et à partir du moment où on est dans le cheminement, il y a de plus en plus de capacités qui s'ouvrent et c'est vraiment un cercle vertueux et un accélérateur. Mais un accélérateur, pas avec la tête qui veut maîtriser, contrôler, un accélérateur juste d'intégration émotionnelle, somatique, peut-être, qui fait qu'on est capable de développer comme notre densité, notre présence et il y a quelque chose qui rayonne, qui émane complètement naturellement et les gens le sentent et on a moins besoin de se fatiguer pour qu'il se passe des choses. Donc je suis de plus en plus capable de me positionner, de plus en plus capable d'agir en fonction de ce qui est important pour moi et parfois ça veut dire aussi, sortir des sentiers battus, oser, ne pas faire comme tout le monde, oser, contredire, ce que pensait la famille de, ce qui était bien, pour nous. Voilà, donc il y a vraiment, assumer, parfois d'agir en dépit, des courants, majoritaires. Je suis de plus en plus capable de rester connectée à mes besoins et mes élans. Je suis de plus en plus capable de me prioriser et de prendre soin de moi.
C'est ça qui me permet de vraiment prendre soin des autres autour de moi. Je suis de plus en plus capable d'accueillir mon imperfection, et ça, c'est très important, de développer cette relation douce avec soi où on accepte notre imperfection, on accepte que dans la vie, la perfection, c'est pas possible. En fait, on est humain. Et plus il va y avoir cette douceur vis-à-vis de notre propre imperfection, accepter le fait que oui, ça peut pas être parfait. Il y avait l'idée théorique idéale, et puis il y a comment ça se passe en vrai quand on se jette dans l'eau. Et plus, du coup, j'accepte pour moi et plus je vais accepter pour les autres. Et donc, je vais être, ça va être plus fluide, plus facile, plus doux. Voilà, je suis aussi plus capable d'être et fort et doux en même temps, puisque pour moi, c'est ce qu'on cherche. À la fois une dimension où on est dans une posture alerte et vigilante, et en même temps tranquille. Et ça veut dire être capable de faire preuve de notre force et en même temps amener beaucoup de douceur, parce que c'est un très bon mix en fait. On pourrait appeler ça l'équilibre yin-yang. Et puis, je suis capable de m'affirmer par mes paroles et mes actes. Je suis de plus en plus capable de m'engager en toute authenticité dans ce qui a du sens et de prendre ma place dans ma communauté sereinement, fluidement. Et je suis capable de savourer le chemin, ce qui se vit dans l'instant présent, de sentir que tout est là, qu'il y a déjà beaucoup à vivre ici et que j'ai pas besoin de chercher sans cesse à remplir un vide, à m'assurer que quelque chose va se passer qui me mettra en sécurité. Non, il y a déjà beaucoup qui est là. Je suis bien quand je suis dans mon corps ici maintenant. Il y a déjà une complétude. Donc savourer le chemin autant que m'assurer que j'avance vers la juste destination. Voilà, j'ai introduit le sujet et maintenant au programme. Donc ce qu'on va aborder comme thématique, d'abord l'importance des pratiques de présence et d'ancrage. Ensuite, sortir de la roue du hamster. Puis les freins à exprimer son potentiel et à s'affirmer authentiquement. En 4, le rôle du critique intérieur qui suscite un combat intérieur épuisant. Et en 5, se rappeler qui nous sommes, reconnecter à ce qui a du sens et de la valeur. L'importance des pratiques de présence et d'ancrage. J'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, pour moi, elle est très évocatrice du coaching en développement intégral et le travail que je fais avec mes clients, c'est beaucoup travailler sur la partie invisible qui en fait généralement est sous la terre pour un arbre, donc les racines, pour que l'arbre à l'extérieur puisse se déployer, puisse laisser pousser des belles feuilles avec la pluie, le soleil autour, tout l'écosystème, et porter des fruits, avoir des fleurs. Et puis du coup, être connecté à ce qui se passe aux environs, accueillir des oiseaux dans les branches, etc. Ce qu'on fait en coaching en développement intégral, c'est qu'on va souvent travailler en profondeur dans des dimensions plus subtiles, pas très accessibles quand on parle des choses dans le quotidien avec notre mental qui va à 100 à l'heure. Et on va développer des racines puissantes, profondes, solides. Et ça crée comme un socle de sécurité intérieure, de calme intérieur, de clarté sur qui on est, qui permet ensuite le déploiement extérieur. Donc voilà, l'ancrage est très important. Donc ça veut dire quoi déjà être présent et ancré? Ça veut dire que je suis dans mon corps ici et maintenant. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le mental. Quand je suis dans le mental, je peux être complètement déconnectée de mon corps. Est-ce que vous êtes conscient de votre mécanisme de être dans le mental versus être connecté à votre corps? Être vraiment dans vos sensations. Donc, je suis au contact direct de mes sensations et émotions. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une grande interférence du mental. Ou par exemple, il va se passer, je vais avoir une douleur quelque part, et puis tout de suite, je vais avoir une interprétation. Ah, j'ai peur que ce soit, je ne sais pas, pour quelqu'un qui a des rhumatismes, mon rhumatisme qui reparte, ou j'ai peur que ce soit telle maladie ou problème qui revienne. Et en fait, à partir d'une sensation dans le corps, il y a tout un cycle d'interprétation, il y a un film qui se forme, et en fait, on distord la réalité. Donc, être ancré, ça veut dire être simplement au contact des émotions, sans les mécanismes habituels du mental, que sont le jugement, le fait d'étiqueter, c'est bien, c'est mal, c'est telle chose, le fait de projeter, voilà, essentiellement ça, juger, je ne sais plus si j'ai dit juger. Ensuite, être présent et ancré, ça veut dire que je sens ce que c'est d'habiter mon corps, dans le confort comme dans l'inconfort. Ça veut dire, par exemple, quand j'ai peur, je sens la sensation de la peur en moi.
quand je suis triste, je sens la sensation de la tristesse en moi. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup dissocié en tant qu'humain parce qu'on a vécu des choses pas faciles. C'était tellement inconfortable, voire violent dans le corps, que la tête a coupé. Et du coup, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu cette rupture entre la tête et puis l'émotionnel et les ressentis physiques, et beaucoup de personnes n'ont plus accès à leur émotionnel. Moi, c'est aussi tout le chemin que j'ai fait depuis 10 ans, de renouer complètement avec le vécu émotionnel de mon corps, alors que j'avais plutôt été habituée à couper, à ne pas ressentir. Et je me souviens très bien, par exemple, de la première fois où en conscience, j'ai senti la sensation de la peur à un endroit extrêmement précis de mon corps, parce que c'était une peur assez grande. Et je me suis dit: «Waouh, c'est ça qui se passe quand c'est intégré, c'est fort». Et depuis, je ne peux plus travailler sur moi, avec des pratiques qui n'incluent pas le corps et les sensations. Pour moi, déjà, ça marche plus de travailler qu'avec la tête. Je sais que moi, mes transformations, elles viennent de quand sont inclus le corps, et l'émotionnel. Ensuite, j'ai conscience que mon corps est l'instrument pour être qui je veux être et faire ce que je veux faire. Ma tête seule ne peut rien. Ma tête peut vouloir énormément de choses, peut aller très très vite. Je serai toujours limitée ou empowered par mon corps. Voilà, je prends soin de mon corps est mon allié, donc j'écoute ses besoins, j'écoute les signaux et j'agis en fonction de ça. Parfois, on a besoin de ralentir. Je suis capable de descendre ou redescendre dans le royaume subtil et intérieur de mes ressentis et émotions en toute sécurité. Là, je me connecte à ma force, mon calme, ma confiance, ma joie. Parce que c'est vraiment dans la connexion au corps, à l'émotionnel, qu'on peut ressentir véritablement ces qualités-là qui nous habitent, que sont notre calme, notre confiance. Et parfois, on peut ressentir des sortes de fausses sensations, émotions qui sont comme fabriquées par notre esprit, mais c'est pas réellement ça. Par exemple, parfois on dit: «Ah, je suis touchée». Enfin, moi, je me souviens d'une époque où les gens disaient autour de moi: «Je suis touchée», mais en fait, j'ai l'impression de ne pas être vraiment consciente de ce que ça voulait dire être touchée. Maintenant, je sais vraiment bien ce qui se passe en moi quand je suis touchée. Et il y a plein de manifestations physiques de ça. Et ça, pour moi, c'est un peu ma conquête, des 10 dernières années. C'est d'avoir, réaligné ma tête, mon cœur, mon corps, et de pouvoir comme réhabiter tout mon être et de vivre à partir de là. C'est pas forcément plus confortable, mais je sens que c'est beaucoup plus juste pour moi. Voilà. Et dernier point, j'ai des pratiques pour être ancrée et je les cultive. Et ça veut dire, je sais que j'ai besoin de pratiques dans ma vie pour me sentir bien, et ces pratiques-là, c'est comme, un engagement que j'ai vis-à-vis de moi-même, que même s'il y a des conditions, qui me démotivent, et ben, je vais quand même, trouver une forme de discipline en moi, pour, faire ces pratiques-là. Par exemple, j'ai l'habitude d'aller, par exemple, marcher le mercredi matin dans la forêt. Bah, là, il pleut, j'ai un peu fait la fête hier soir, donc franchement, non, je vais rester dans mon lit. Bah, c'est se dire, en fait, je sais que là, j'ai beaucoup plus envie de rester dans mon lit, mais si je mets mes chaussures, je me motive, hop, je prends ma douche, je pars, ben, en fait, le fait d'avoir fait ça dans mon début de mercredi, ça va juste, m'ancrer pour, là, les jours à venir, et shifter toute mon énergie. Donc c'est ne pas se démobiliser, ne pas se démotiver parce qu'il y a des sortes d'obstacles extérieurs, mais trouver comme, cette force intérieure de cultiver comme on dit en développement intégral, une vie de pratique. Parce que les pratiques, j'ajoute une toute petite chose, les pratiques, nos pratiques qui nous font du bien, qui nous ancrent, vont être ce qui nous permet de tenir debout dans notre verticalité, dans notre dignité, dans notre grande capacité, en dépit des épreuves, de la fatigue, qui vont se présenter. Alors, exemple de pratique pour cultiver l'ancrage. Donc, il y a une première étape qui est être conscient de notre rythme et être capable de ralentir notre rythme. Dans l'entreprise, je suis souvent au contact de personnes bah, qui sont dans le rythme de l'entreprise. Et en fait, le challenge de l'entreprise, c'est que ça embarque l'humain dans un rythme qui n'est pas humain. Et du coup, les personnes, par exemple, dans une formation que j'animais en visio, la personne, une des participantes, et elle le disait,
euh, ne parvenait pas à arrêter de travailler en parallèle. En fait, c'était plus fort qu'elle. Donc là, c'est un exemple très fort, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, on est embarqué et conditionné, et comme, ben, ouais, conditionné par des rythmes qui ne sont pas forcément nos rythmes, ben, les rythmes dont on aurait besoin. Et du coup, ce qui est important, c'est de ressentir nos rythmes et de voir à quel point notre système nerveux, il est calme, tranquille, ou alors il est complètement emballé. On a besoin de 3 cafés le matin pour se réveiller, et puis on est un peu dans cette roue du hamster dont on parlera après. Donc voilà, dans quelle mesure je suis capable de ralentir mon rythme? Donc les pratiques que vous pouvez avoir, hein, qu'on peut avoir, d'abord, donc il y a passer du temps dans la nature. J'ai oublié de l'écrire, mais c'est très important. Je l'ai évoqué juste avant. La nature est un lieu d'extrême ressourcement. Donc, aller dans une forêt, par exemple, pouvoir aller à la montagne, aller se baigner dans l'océan, dans des lieux calmes où il y a moins de technologie, ça ressource énormément. Ça ancre énormément. Il y a des techniques de respiration. Il y a beaucoup de techniques qui existent. La respiration alternée des narines. Il y a la respiration en 4 temps où on inspire, on garde poumon plein 4 temps, on expire sur 4 temps, on garde poumon vide 4 temps. Enfin, voilà, il y a plein de techniques de respiration que vous pouvez trouver sur des applications comme Insight Timer ou même sur YouTube. Il y a la méditation, plein de techniques aussi de méditation qui existent. À chacun d'entre nous de faire nos expérimentations pour sentir ce qu'on aime le plus. Moi, ça va être beaucoup des personnes plus que des techniques qui vont faire que je vais aimer en fait revenir à ces méditations-là, à ce type-là de méditation. Ah oui, et j'ai mis cette photo parce qu'en fait, alors je l'ai coupée, mais c'était parce que en fait, je trouvais que c'était méditer dans un cadre un peu bordélique. Euh, j'ai coupé la photo et autour, il y avait des cartons, des sacs de shopping, de trucs. Il y en avait dans tous les sens, mais bon, moi, j'avais besoin de rétrécir mon image. Et je voulais transmettre le message par cette image qu'on n'a pas besoin d'être dans une retraite de yoga à Hawaï, sur notre plage de sable fin pour se connecter à soi. La méditation, moi j'ai 2 petits-enfants, je le disais. Mon salon, régulièrement, il y a des jeux partout, il y a des miettes, il y a des gouttes de lait en train de sécher. Et alors, j'aime mieux tout nettoyer et tout ranger, mais parfois, j'ai pas forcément le temps. Et je choisis la douceur avec moi et voilà, de mettre de la souplesse. Mais c'est possible de travailler dans un salon complètement sans dessus-dessous, avec des jouets partout. Voilà, on n'a pas besoin du lieu idyllique ou d'attendre la retraite où quelqu'un va nous guider. Juste, on se plonge dans l'action de se dire, OK, là, j'interromps mon mental qui me dit que toutes les conditions ne sont pas réunies. Bim, je déroule mon tapis, je me mets dans le meilleur espace possible que je peux avoir là. Et puis, je me pose, je me mets une méditation et je vois comment ça va shifter mon état intérieur. Parfois, il y a aussi des phrases, des affirmations. Moi, j'aime bien de temps en temps écouter des affirmations. Ensuite, il y a la relaxation. Donc, la relaxation, c'est différent parce que généralement, donc, je parle plus de la relaxation profonde. On est allongé et là, on est guidé par une voix. Ça peut aller de 5 minutes à 1 heure. Et l'idée, c'est de vraiment relâcher complètement le corps, d'amener un état de détente profonde, de faire évoluer les ondes du cerveau. Et c'est extrêmement ressourçant. Donc, ça fait beaucoup de bien. Donc ça, je dirais que ça, peut-être ça repose plus que ça ancre, mais en fait, quand on est dans enfin, ça ressource, ça régénère. Quand on est dans un état ressourcé et régénéré, on est d'autant plus descendu à l'intérieur de soi et ancré. Ensuite, il y a l'exercice physique. Et c'est important parce que en tant qu'humain, on a besoin de secouer notre corps, en fait. On est fait pour bouger de façon assez intense. Et malheureusement, notre vie actuelle ne nous offre pas ce modèle-là. Mais avoir du cardio-training, des activités cardio où on va courir, où on va faire de la salle en sport, où on met une musique et on danse comme un fou, comme une folle, pendant quand même plus de 3 minutes et demie, peut-être au moins 15 minutes régulièrement, c'est très important. Et puis, alors, c'est pas ça qui est ancrant, mais ça permet vraiment de remettre le corps en vitalité. Euh, et associer ça, du coup, avec un moment plus posé derrière. Moi, quand je fais du cardio, après, je fais des étirements en yoga post-sport. Et si j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps avec mon agenda, les enfants, la maison, tout ça, mais si j'ai le temps, je fais une petite méditation ou alors une respiration. Comment ça s'appelle? De cohérence cardiaque. Il y a une super appli de cohérence cardiaque qui s'appelle Respire Relax.
qui est aussi un moment qui peut soutenir l'ancrage. Ensuite, il y a les pratiques telles que le yoga, le qigong, le tai chi, qui ont pour but d'associer, enfin de relier le corps et l'esprit, de faire circuler l'énergie dans le corps. Il y a une dimension, notamment dans le yoga, où il y a à la fois un côté d'équilibre, travailler l'équilibre, travailler les muscles, travailler les étirements. Dans le qigong, le tai chi, on est plus dans quelque chose autour de se relier à une énergie plus vaste, faire circuler l'énergie, etc. Il y a la danse intuitive. C'est une danse où il n'y a pas de chorégraphie, on n'apprend pas une chorégraphie, mais on est plus invité à laisser bouger notre corps et laisser faire notre corps. Et on apprend, enfin moi, c'est les grands apprentissages, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Euh, les premières fois, c'était très dur pour moi parce que en fait, j'étais pas du tout habituée à laisser mon corps, décider et c'était plus ma tête qui décidait et là, j'étais vraiment prise de court au début de: «Ah mais OK, si je laisse faire mon corps, en fait, mon corps ne sait pas quoi faire quand ma tête ne lui dit pas ce qu'il doit faire». Donc voilà, c'est super. Si vous cherchez des approches, il y a l'ecstatic dance, il y a la danse médecine, movement medicine et il y a la danse des 5 rythmes qui sont, 3 pratiques, que je trouve, vraiment chouettes et après à chaque fois, ça dépend de la personne puisque je trouve que notre affinité avec une pratique dépend beaucoup de qui nous la transmet et qui nous la fait vivre. Après, il y a le Feldenkrais, je n'arrive jamais à le dire, qui est en fait une pratique comme de mouvements extrêmement lents qui amène à ressentir. Parce que souvent, en fait, comme c'est inconfortable de ressentir ce qui se passe dans notre corps, on préfère éviter. Et du coup, eh ben, on va très vite. Et ou dès qu'il y a une sensation désagréable, hop, on s'occupe à autre chose. Et donc, on ne ressent pas. Et donc, avec le Feldenkrais, on est un peu comme obligé. Donc, au début, ça peut paraître extrêmement ennuyeux. Genre, il se passe rien. On peut être très agacé. Mais en fait, il y a tout un monde à découvrir en soi quand on bouge très lentement. Voilà, à voir si ça vous donne envie de faire ces découvertes. Et donc, il y a plein d'autres, oui, il y a plein d'autres possibilités. Maintenant, sortir de la roue du hamster. C'est important parce qu'on ne peut pas occuper notre place si on est encore pris dans des mécanismes, un peu comme une dépendance à des mécanismes qui nous dépassent, qui sont inconscients et qui nous maintiennent ben, dans une version de nous qui ne nous correspond plus. Alors, ça veut dire quoi, sortir de la roue du hamster? Donc, c'est sortir de ce que James appelait notre hypnose. Alors moi, je dis hypnose quotidienne liée à nos pensées et habitudes. Cette idée que le monde extérieur aujourd'hui est tellement hypnotisant, on croit que c'est ça la réalité, c'est ça la vie qu'on doit mener. Et du coup, on est comme sous le joug de mécanismes de fonctionnement automatiques basés sur des croyances et des habitudes. Donc, c'est discerner par rapport à ces croyances et ces habitudes et se libérer, transformer ces croyances et ces habitudes si elles ne nous soutiennent pas. Donc, les croyances, c'est les croyances autour de qui je suis, ce que je dois faire, ce qui est attendu de moi par les autres, ce qu'est la vie, ma responsabilité concernant ma capacité à être heureux, l'argent, la sécurité matérielle. Et puis, mes habitudes, comment je sors de mon hypnose quotidienne liée à mes habitudes qui me font cultiver l'intensité, le règne du faire et de l'agenda archi-rempli, la fatigue, le fait de dire oui quand je pense non, les mécanismes de procrastination, de jugement, de dévalorisation, de sacrifice, de déni de soi, voire de dépression. Et j'ai nommé la dépression parce que quand on n'arrive pas à s'exprimer, être soi, quand on a essayé des choses, puis on sent que ça bloque, ça ne marche pas, ça peut créer beaucoup de tristesse, beaucoup de frustration, surtout quand on sent qu'on a un grand potentiel à déployer. Et du coup, on peut entrer dans une sorte de spirale de «à quoi bon?» et on est comme, bah, vidé de notre énergie, en état de pause, et c'est comme si la vie ne circulait plus en nous. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'ai noté. Donc sortir de la roue, du hamster, oui, mais comment? Alors quelques pistes. Donc, nous ouvrons une brèche, en fait. L'idée, c'est d'interrompre le schéma automatique par, au début, des petites choses et une attention nouvelle qu'on accorde à, des choses auxquelles on n'accordait pas forcément d'attention. Donc, c'est se mettre à l'écoute des petits signaux en nous qui appellent le changement parce que ça se fait à travers nous. C'est comme quelque chose d'un peu irrésistible qui, au début, donne des petits coups discrets à la porte et puis ensuite, ça prend de plus en plus, de place jusqu'à devenir, bah, en fait, on ne peut plus le louper. Ça peut arriver que
une personne qui n'écoute pas les petits signaux du début a un gros accident au bout d'un moment parce qu'en fait, elle n'est plus à sa place. Elle a besoin de faire cette transition, mais c'est dur. En fait, c'est pas facile d'aller vers l'inconnu, de faire le deuil d'une identité passée pour renaître à qui on est plus authentiquement. Voilà, donc ces petits signaux en nous, ils appellent un changement et mieux vaut accompagner le mouvement et s'outiller, s'entourer, se faire accompagner, plutôt qu'ensuite subir un peu le backlash, le retour du bâton, de tout ce qu'on n'a pas écouté. Donc sortir de la roue du hamster, comment? Donc c'est développer nos qualités de curiosité, de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Souvent, on est plutôt dur avec nous-mêmes que curieux et bienveillant. Donc c'est changer le schéma, nous observer quand on est en train de nous critiquer pour inviter plus une qualité de curiosité et bienveillance. Et ça, c'est ce qui est très intéressant dans le coaching, c'est que en tant que coach, on a ce rôle avec notre client de modéliser une posture de curiosité et bienveillance. Et le client, voyant comment on se comporte avec lui, apprend de plus en plus à faire ça avec lui-même et puis aussi avec les autres. Voilà, c'est comme cette idée d'être j'aime bien cette idée, être un bon parent avec soi. Ensuite, nous tenons avec courage face à une ouverture à l'inconnu. Nous prenons le taureau par les cornes concernant les sujets à travailler. C'est-à-dire qu'on arrête de faire l'autruche et on y va, on s'y met, on commence par un premier petit pas, même si c'est déconcertant, c'est difficile, ça fait peur. Voilà, on voit comment on peut avancer avec le plus de douceur possible, mais néanmoins se mettre en mouvement. Ensuite, nous nous appuyons sur un réseau de soutien. Qui sont les personnes autour de nous sur lesquelles on peut s'appuyer, les personnes avec qui on peut parler en toute authenticité de nos enjeux. Les personnes en fait, qui à la fois vont nous accueillir inconditionnellement nos doutes, nos peurs, nos désastres intérieurs, nos marécages dans lesquels on se débat, qui vont voir notre beauté, notre puissance, notre grande capacité et être capables de nous montrer ça, de nous parler de ça, qui vont avoir envie qu'on déploie nos ailes, qu'on prenne notre place, qui vont du coup nous soutenir pour ça et qui vont aussi être capables de nous donner des coups de pied aux fesses quand on n'est pas en train on est en train peut-être de fuir ou d'éviter ou de retomber dans des vieux schémas protecteurs. Voilà. Nous nous nourrissons là où ça nous fait du bien. Quelles sont les amitiés qu'on a envie de cultiver? C'est quoi les livres qui nous élèvent? Qui sont les mentors avec qui on peut discuter, dont on sent que ça nous fait vraiment du bien? Quand on a eu une conversation avec eux, ça ouvre des perspectives. Quels sont les lieux qui sont nourrissants pour nous? J'ai une amie qui aime beaucoup aller quand dans les moments un peu de fatigue, de ras-le-bol, dans une forêt, et elle a un endroit où il y a des arbres, et elle sait que quand elle s'installe auprès de ces arbres, elle se ressource, elle se dépose, elle relâche, elle se recharge en énergie. Voilà, donc à chacun nos lieux, et ça peut être une petite pièce dans notre maison voilà, où on a un objet inspirant, c'est pas forcément loin de chez nous. Qui sont les guides, les personnes, quand elles parlent, donc elles nous inspirent, ça ouvre des chemins stimulants, ça fait du sens, ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes. Moi, j'ai beaucoup suivi, écouté des guides. James a été un super guide pour moi pendant toute la formation. Voilà, nous développons de nouvelles habitudes petit à petit. Nous nous ouvrons à la confiance que si nous faisons notre part, la vie fera le reste. Ensuite, troisième étape, on va parler des freins. Les freins à exprimer notre plein potentiel, les freins à nous affirmer authentiquement. Et j'ai mis un cadenas parce que parfois, on a beau vouloir, on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on manque de volonté, c'est parce qu'il y a juste des mécanismes forts à l'intérieur de nous qui veulent nous maintenir en sécurité. Et c'est pour ça que par moment, on a besoin, pour passer des caps, d'être accompagné. Alors, donc, quels sont ces freins? Donc l'être humain, vous le savez très certainement par nature, n'aime pas le changement et aller vers l'inconnu, ça nous fait très peur. C'est pour ça qu'on préfère généralement le statu quo. Thomas Dansembourg
qui est un incroyable formateur de communication non violente. Il dit que l'être humain préfère demeurer dans un état de malheur confortable où on a comme juste le nez qui sort du marécage boueux et plutôt que sauter vers l'inconnu parce qu'en fait, ça comporte beaucoup de risques et puis voilà, c'est quelque chose que notre corps, notre système n'a jamais vécu et, euh, et donc c'est difficile. Alors, les freins. Des croyances autour de ce qui nous est accessible et qui ne l'est pas. Nos schémas de fonctionnement, besoin de sécurité par exemple, loyauté familiale, vision de la hiérarchie, importance du travail. Nos drivers, sois fort, donc ça c'est de l'analyse transactionnelle, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, c'est des, comme des drivers, des choses, des mantras, on va dire, qui nous guident, qu'on a intégrés quand on était petit, et du coup qui font que, par exemple, j'essaie d'être parfaite tout le temps. Moi, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, mon besoin de perfection, parce qu'en fait, déjà, je perdais beaucoup de temps, ça m'arrive encore, hein, voilà, c'est le travail d'une vie, je pense, par spirale. Je perdais beaucoup de temps et puis, j'étais pas contente et puis, à force de vouloir beaucoup de perfection, il y a des choses que je faisais pas. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé autour, et puis du coup, j'étais hyper exigeante vis-à-vis des autres et du coup déçue. Voilà, donc à nous d'identifier, nos drivers et ce qui peut nous freiner. Ensuite, notre besoin de correspondre à ce qui est attendu de nous et alors surtout à ce qu'on imagine qui est attendu de nous, parce que parfois on fait des grosses projections et notre peur du jugement des autres, donc ça, c'est un frein très gros. Ensuite, notre manque de connexion à nous-mêmes. Nous avons parfois encore à cheminer pour découvrir qui nous sommes et nous accueillir dans notre ombre et notre lumière. Nous n'aurons pas encore pleinement nos besoins. Sur l'ombre et la lumière, on a tous des qualités, des défauts. On a tous des forces, des failles. On a tous des grandes ressources et on a tous des blessures profondes avec beaucoup de souffrance. Et du coup, le chemin d'un être humain pour s'intégrer, se déployer, occuper pleinement sa place, ça passe par aller dans de la vulnérabilité pour accueillir aussi notre partie ombre. Et l'ombre, c'est tout ce qu'on a mis dans l'inconscient parce que ce n'était pas aimable. Et du coup, il fallait surtout pas qu'on soit au contact de ça. Et donc, on l'évite à tout prix. Bon, il y a plein de mécanismes qui se jouent autour de ça. Je ne vais pas entrer ici dans les détails. Euh, Point suivant, nous avons des mécanismes de fuite, d'évitement, de contrôle. Donc ça, c'est pas mal lié aux trois poisons en bouddhisme. En fait, on évite de se mettre au contact de ce qui est inconfortable. Voilà, et on contrôle notre vie, donc c'est ce que j'écris après, et des habitudes efficaces pour manager notre vie afin de ne rencontrer aucun risque de souffrance. Et souvent, la mécanique est très très bien huilée pour ça. Et nos peurs, comme frein, peur du jugement, donc là il y en a énormément, j'ai pas tout mis, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de la réussite, peur de faire des deuils, peur de blesser les autres, peur d'être rejeté, peur de se montrer, peur d'être brillant et talentueux. Et ces freins nous amènent à rester dans le statu quo. Mais comme je le disais, ça ne peut pas durer éternellement. À un moment, le mouvement de la vie est plus fort et il y a une interruption qui fait qu'on est obligé de bouger. Hop. Ensuite, quatrième partie, on parle du rôle du critique intérieur qui suscite un combat intérieur épuisant. Et cette image, en fait, je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle illustre bien le combat intérieur. Moi, être humain, quand je suis connectée à moi, tranquille, ressourcée, il s'est passé des choses, voilà, ça m'a mise dans la joie, dans la confiance, je vois clairement ce que je veux, qui je suis, ce que je suis capable de faire. Je me sens connectée aux autres, je me sens vraiment dans ce réseau de soutien que je peux solliciter autour de moi. Je me sens connectée à mes ressources et du coup, je sais quels objectifs je me donne. Et puis, je me lance vers ça. Et tout d'un coup, alors que je me lance vers ça, il y a plein d'entraves qui sont plus intérieures qu'extérieures. J'ai peur de ci, j'ai peur de passer tel coup de fil, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de décevoir quelqu'un. Et il y a beaucoup la voix du critique intérieur en fait qui va dire: «Tu n'es pas à la hauteur. Qui es-tu pour croire que tu es, compétente pour faire ça? Tu n'auras pas le temps». Bref, il y a donc voilà, la voix du critique intérieur et donc il y a le mouvement qu'on peut avoir et puis toutes les attaques du critique intérieur qui sont comme toutes ces petites flèches blanches et qui nous font
en fait, lutter intérieurement énormément et dépenser beaucoup trop d'énergie dans cette, lutte intérieure plutôt que déployer notre énergie pour, nous engager dans nos projets. Qu'est-ce que le critique intérieur? Donc moi, c'est une thématique que j'ai beaucoup travaillée parce que j'ai un critique intérieur qui est très présent depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, déjà je l'ai découvert le critique intérieur grâce à ma formation de coaching parce qu'avant je connaissais pas et je mélangeais la voix du critique intérieur avec, la voix, de ma pensée à l'intérieur de moi. Je comprenais pas que c'était comme une part de moi qui venait me taper dessus, me ratatiner, me maintenir petite. Hem et du coup, c'est une structure intégrée durant l'enfance, hem et c'est devenu une voix qu'on a gardée dans notre tête, même adulte. Même, à 60 ans, 100 ans, les personnes ont toujours, un critique intérieur, surtout si les personnes ne l'ont jamais travaillé. On n'a pas tous le même niveau de critique intérieur, ça a beaucoup dépendu de notre éducation. Ce qui se passe, c'est que le critique intérieur met la barre très haut. Tellement haut qu'on ne peut plus la voir, en haut dans le ciel. Donc c'est à chaque fois, en fait, une jauge inatteignable et donc on a tout le temps, heu, perdu d'avance. Et notre critique intérieur, il juge tout. Il va juger la façon dont on mange, il va juger notre réussite professionnelle, il va juger, la table de notre jardin par rapport à la table du voisin, il va juger, combien on gagne, il va juger, tout en fait, comment on s'habille, là où on n'est pas encore allé en voyage dans le monde alors que d'autres personnes il y a beaucoup de comparaisons avec le critique intérieur et du coup, j'aime beaucoup cette image, mmh, où, en fait, on voit ce que dit, le critique intérieur qui est comme cette ombre, qui fait partie de notre monde, intérieur et invisible, et qui va dire: «Tu es inacceptable, tu n'es pas voulu». Tu ne mérites pas, tu n'as pas ta place. Je traduis au fil de l'eau. Insignificant, tu ne signifies rien, tu n'as pas de valeur. Unlovable, tu n'es pas aimable. Helpless, tu es vraiment désespéré. Weak, tu es faible. Dull, je vais dire, tu es triste. Tu es triste. Not enough, tu n'es pas assez. Lazy, stupide, lazy, paresseux. Incapable, incapable. Worthless, tu es sans valeur. Indésirable, tu es trop petit, puis parfois tu es trop grand. Parfois c'est tu es trop vieux, parfois tu es trop jeune. Voilà, donc tout est sujet à nourrir le critique intérieur, en fait, si on lui laisse, prendre la place. Et donc il dit: «Tu n'aurais jamais dû faire ça, tu es tellement faible» et c'est des exemples. «Je ne peux pas croire que tu aies dit un truc si bête. Laisse tomber, tu ne réussis jamais de toute façon. Je t'avais bien dit que ce n'était pas pour toi». Donc voilà des exemples. À vous de sentir à quel point, votre critique intérieur, il est présent en vous et comment vous êtes capable de, discerner, en fait et de vous, comment on dit? De vous désidentifier de sa voix. Et comment on travaille à adoucir ce critique intérieur? Parce que oui, on peut l'adoucir. En fait, le critique intérieur, donc moi j'ai essayé plein de choses et j'ai trouvé ce qui je trouvais la meilleure approche qui est le travail des parts. En fait, c'est de comprendre que le critique intérieur, c'est une part de nous. On a beaucoup de parts en fait en nous, dans notre psychisme et c'est une part de nous qui essaye de nous protéger. Donc, elle fait ça, en fait, pour nous aider. Sauf que bien sûr, on n'a plus 5 ans donc moi j'ai 38 ans. À 38 ans, elle se met plutôt comme entrave sur mon chemin que comme réel soutien. Donc l'idée, c'est de créer un dialogue intérieur. Donc moi j'utilise une technique, en fait, que j'ai apprise dans une haute formation aux États-Unis qui s'appelle Aletheia, le déploiement intégral. Donc c'est une technique de dialogue intérieur avec la part et on vient écouter la part, écouter ce qu'elle a à dire. Donc il y a tout un protocole, pour en fait la comprendre, la valoriser. Et ce qui se passe une fois qu'on a fait ça pendant un petit peu de temps, 15, 20, 30, 35, 40 minutes, ce qui se passe, c'est que la part, elle se transforme. En anglais, on dit: «It unfolds», elle se déploie et parce qu'elles se sentent vues, aimées, valorisées, reconnues et du coup, elles s'adoucissent, elles changent même d'apparence. Moi, au début, mon critique intérieur, parce que je l'avais visualisé aussi, c'était une énorme gargouille qui se tenait autour de moi, en haut à gauche et à la fin,
c'était devenu, Pétunia, la prof, de Harry Potter, qui est un peu sévère, mais qui est dans le camp des gentils. Et du coup, c'était cette idée que Pétunia, donc mon critique intérieur, allait se mettre au service de mes projets, non plus en jugeant, critiquant et en me maintenant complètement, pétrifiée, voilà, de faire quoi que ce soit, mais plus, en apportant de la discipline, une forme de contrôle, mais soutenant. Bon, c'est pas non plus, enfin, disons que c'est ça se fait petit pas par petit pas parce que l'humain peut pas, passer de 0 à 1 en 30 minutes, quoi. Mais du coup, il y avait vraiment eu, ce shift, intérieur, que je trouve très puissant. Voilà, donc on l'apprivoise et donc elles font et elles nous permettent de nous dédier à notre énergie, à déployer nos projets. Donc si vous sentez que vous avez un critique intérieur, costaud, et ben, vous savez maintenant que vous pouvez aussi le travailler pour arrêter de dédier tellement d'énergie dans ces luttes internes, mais pour, aller vraiment vous exprimer, vous déployer, librement. Et dernière étape, se rappeler qui nous sommes et reconnecter à ce qui a du sens, de la valeur. Donc là, hem, hop. Donc, je vous propose 4 axes de développement. Le premier, c'est, on discerne et on crée de l'espace pour ce qui est important. On ralentit. On observe l'importance qu'on accorde à ce que pensent les autres par rapport à l'importance qu'on accorde à ce que l'on ressent ou ce que l'on désire. On développe notre intégrité avec nous-mêmes. On accepte l'imperfection. On développe notre conscience des habitudes qui ne nous font pas du bien, par exemple scroller sur les réseaux sociaux. Et on se met à l'écoute de nos élans, énergie, émotions, sensations, intuition, parce qu'en fait, occuper pleinement notre place et ça veut dire, nous engager dans les projets qui ont du sens, être en relation de façon mutuellement enrichissante et nourrissante avec les autres pour construire ce qui est juste, ce qui nous fait vibrer, ça ne passera jamais que par le mental. On a besoin de reconnecter la tête, le cœur et le corps. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important cette dimension émotion, sensation. 2e axe, on prend soin de soi. On prend du temps pour organiser dans notre agenda des temps dédiés à notre bien-être et à notre développement. On développe une relation douce, tendre, bienveillante avec soi. On crée de nouvelles habitudes progressivement. On met dans notre journée, dans notre semaine, des pratiques qui nous font du bien, qui correspondent à qui on est. On se nourrit de personnes inspirantes qui nous élèvent en relation one-to-one, mais aussi ça peut être par des podcasts, des livres, des stages. Ensuite, 3e axe de développement, on se reconnecte à soi, on écoute notre corps et nos émotions. Si besoin, on fait de l'EMDR, de l'ICV, de l'hypnothérapie. Donc EMDR, c'est, un travail, de libération des traumas, que font certains psys, voilà, pour reprogrammer le cerveau. L'ICV, pareil, intégration du cycle de vie et hypnothérapie, on travaille plus autour du subconscient pour faire comprendre des choses à l'inconscient. Donc quand, il y a trop de challenges, pour se reconnecter à soi parce qu'il y a eu des traumas, par exemple, moi, j'ai fait de l'EMDR, 2 fois. Une fois parce qu'il y a un inconnu qui s'est introduit dans notre maison en pleine nuit et ça a été horrible. J'étais toute seule à la maison avec mon fils, qui avait genre 1 an et demi. Et une deuxième fois, EMDR, pour, à chaque fois, c'est cette idée de faire comprendre à notre cerveau que dans l'instant présent, on est revenu à de la sécurité et on n'a plus besoin d'être en hypervigilance, de guetter les dangers parce que ce qui s'est produit pourrait, se produire à nouveau. Et la deuxième fois que j'ai fait de l'EMDR, c'était par rapport, à l'accouchement, de mon premier fils qui a été très difficile et pour préparer l'accouchement de ma deuxième fille, j'avais envie d'être, comme guérie et apaisée, de ce que mon corps avait, gardé comme choc en fait de mon premier bébé. Donc voilà, c'est super ces approches-là. Ensuite, on fait du journaling. Ensuite, on apprend journaling, c'est écrire dans un journal, en fait. C'est se poser et écrire, comment on se sent, ce qui se passe pour nous, ce qui se déploie, ce qui est difficile, ce dont on prend conscience, nos rêves, voilà. Ensuite, on apprend à identifier nos besoins. Ensuite, on s'accorde, de la valeur à soi en se faisant accompagner. Ensuite, on fait des expériences de développement personnel en fonction de stages, de retraites, ça peut être des cours et des séances, voilà, en fonction de ce qui nous appelle et ce qui nous fait vibrer. Et puis, on fait de notre joie notre guide. Alors si, je vous promets, c'est vraiment une clé de vie.
de se dire que, bah, ce qui nous rend joyeux nous met sur le chemin de, notre déploiement et d'occuper pleinement notre place. Et quatrième axe, on s'exprime et on agit avec authenticité. On ose demander du soutien, on ose demander ce dont on a besoin. On met le cadre, on recadre, on fait du feedback, on pose nos limites. On apprend à dire non avec neutralité et élégance. Il y a des techniques pour, apprendre ça. On parle de ce que l'on veut, donc de ce que l'on désire. On agit pour vivre ce que l'on souhaite vivre et on développe, une organisation nouvelle. C'est-à-dire qu'on s'organise, on s'appuie sur des systèmes, pour, bah, pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Heu, on s'appuie, sur un réseau de soutien, enfin. On arrive au bout de ces, 5 étapes et donc je vous propose un moment de réflexion personnelle. Là, ce que je vous propose, c'est de lire les phrases et puis après vous pourrez mettre, en pause, bah, l'enregistrement, pour, prendre le temps de répondre à ces questions, voilà, si ça vous parle, si vous en avez envie. Donc, première question, comment je me sens après ces partages? Deuxième question, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Quelle est la pépite avec laquelle je repars? Troisième question, quelle force je ressens en moi, force au pluriel, sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour ma prochaine étape de développement? Et 4, quel est le premier petit pas que cela me donne envie de faire? Et si cette approche vous parle, si vous avez envie d'explorer, de travailler sur vous avec moi en coaching en développement intégral, donc il y a plusieurs possibilités. Donc je propose des coachings individuels. Donc j'accompagne des profils qui sont, des entrepreneurs, des dirigeants et des managers et vous aurez compris qu'on travaille autour de, bah, du déploiement professionnel, de la performance, du développement du potentiel, de l'expression, du leadership en lien avec des choses intérieures. Donc c'est pas un travail, effectivement pour, tout le monde, mais quand on se sent appelé par ça, c'est très puissant parce que, ben, on travaille des choses, très long terme, très durables, très transformatrices. Et ça a un impact sur, toutes les facettes de la vie et ça, bah, c'est très transformateur. Voilà. Donc et j'accompagne aussi, ça m'arrive d'accompagner des personnes en transition, notamment parce que le coaching, en développement intégral est très approprié quand il y a comme un changement fort d'identité ou une grande perte de repères. C'est-à-dire que si en parallèle, j'ai une maladie, j'ai une crise, par exemple de couple et ou familiale et je dois changer de job, bah, ça crée comme un multiple effondrement qui fait que qui j'étais n'existe plus et donc je suis dans cette zone entre 2 où, je suis plus qui j'étais. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, mais il y a du flou. Donc parfois j'accompagne, des thématiques aussi de, bah, de transition, transition de vie. Ensuite, bah, vous pouvez venir faire la formation d'initiation au coaching en développement intégral qui a lieu à Nantes, donc les 4, 5, 6 décembre et pour ça, contactez-moi, si ça vous intéresse. Je vais présenter un peu plus après, comme ça les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous plonger dans ce contenu-là. Ensuite, il y a mon livre que vous pouvez lire qui s'appelle «Le voyage avant le voyage. Comment j'ai écouté ma boussole intérieure pour devenir créatrice de ma vie». C'est comme un livre de coaching, mais où il y a zéro coaching, et qui est plus une sorte de transmission, comme je le disais, très, sincère, de mon expérience. Voilà. C'est généralement, les personnes le lisent, vite, aiment beaucoup, se sentent inspirées. Donc si vous sentez que ça vous parle comme thématique, donc vous pouvez le commander sur fnac.com et vous pouvez, aussi, le commander dans votre librairie et il existe aussi en Kindle, sur le site Amazon. Voilà et puis ensuite à Bordeaux, j'organise, tous les trimestres à peu près des cercles de femmes et j'organise aussi, une retraite de printemps en avril, donc ça, c'est avec une partenaire et ma partenaire vient d'avoir un bébé, donc là, on est en train un peu de voir comment on organise les choses, mais normalement, on va la faire. C'est pas encore sûr à 100 mais on a quand même identifié pas mal de choses, autour de cette retraite. Voilà, qui serait a priori sur la thématique de, lâcher prise, pratiquer du lâcher prise. Hop là.
Voilà, et là, vous avez donc mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon mail, mon site internet et puis vous avez des images, qui sont importantes pour moi, mais je ne vais pas tout commenter là. Peut-être juste l'image before coaching and after coaching que j'ai expérimenté tant pour moi, dans les coachings où j'étais celle qui était accompagnée que, dans les coachings, auprès des personnes que j'accompagne. J'adore, cette petite image. Voilà, alors je passe, heu, donc ce que je vais faire, je vais arrêter le partage pour me partager un autre document. Voilà, donc merci à ceux qui ont été présents pour la thématique de occuper pleinement sa place. Au plaisir de vous entendre, autour de ce que vous avez, reçu, de ce partage, de ce que ça évoque, chez vous. Et puis, pour ceux qui ont envie de découvrir un peu plus la formation de décembre, vous pouvez rester et je vais vous partager ce nouveau document. Hop, hem, la présentation, diaporama, magnifique. Voilà. Donc, c'est une formation d'initiation de 3 jours, et qui s'adresse à plusieurs, types de personnes. Déjà, ça peut être parce que vous avez envie de vous former, au coaching pour devenir coach professionnel et vous voulez découvrir l'approche du coaching en développement intégral et ça, si vous faites ces 3 jours et que ça vous plaît, que vous sentez que ça vous correspond et ben, c'est le prérequis pour ensuite faire la formation d'1 an qui a lieu à peu près, tous les 18 mois. Ensuite, vous pouvez avoir, déjà fait une formation de coaching et vouloir, découvrir cette approche, de coaching qui permet d'autres dimensions d'accompagnement. Et puis après, ça peut être tout simplement parce que vous êtes passionné par ces sujets, que vous soyez entrepreneur, dirigeant, manager ou juste, un particulier qui a envie, de s'outiller, de se former et ça vous intéresse de comprendre mieux le fonctionnement de l'humain, à travers un regard intégral, c'est-à-dire très global, et de vous former aussi à, une méthode pour avoir une conversation de coaching où vous aidez l'autre à développer ses capacités. Est-ce que je lis tout ça? Oui, si. Donc, c'est une formation qui est proposée en lien avec l'école Convivium au Québec, école qui est bien sûr, accréditée par la Fédération internationale de coaching. Et durant ces 3 journées, c'est quoi le programme? Vous découvrez la méthode et les modèles du coaching en développement intégral. Vous vous entraînez à créer une qualité de présence dans la relation. Vous développez votre alignement tête-cœur-corps, qui est socle de l'approche, et vous observez des démonstrations que je ferai moi, puis vous pratiquez en tant que coach, en tant que coaché et en tant qu'observateur, observatrice. Et ça vous permet aussi tout ce processus-là d'évoluer vous vers vos prochaines étapes de développement à travers ce processus, d'apprentissage, qui est à la fois personnel, mais en même temps, il y a énormément de partage avec le groupe, donc c'est aussi un partage, collectif. Alors j'essaie de tourner, toc, voilà. Donc, qu'est-ce que le coaching en développement intégral? Donc ça, on l'a déjà vu pour le coup au début, de la présentation sur occuper pleinement sa place, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais vous, partager le programme de ce qu'on fait en fait pendant ces 3 jours. Donc, on travaille autour des fondements et modèles du coaching en développement intégral. Donc, c'est appréhender de façon intégrale ce qu'est un être humain et ce qui permet ou limite son développement. Et c'est soutenir l'autre dans le développement de sa conscience de soi, de ses capacités et de son excellence. C'est travailler autour de la posture de coach en développement intégral, développer la conscience de soi, la qualité de présence, la capacité d'écoute profonde pour observer et écouter profondément l'autre en portant attention à la façon particulière qu'il a de s'exprimer, à son état d'esprit et à sa manière d'interpréter la réalité. C'est, du temps pour vous approprier la méthodologie. Donc vous apprenez à mener une conversation de coaching spontanée. Vous intégrez les étapes clés du processus de coaching en développement intégral. Vous concevez des questions d'auto-observation et des pratiques permettant le développement de la conscience et de la capacité de votre coaché. Et vous apprenez par la pratique, tant dans les rôles de coach, coaché et observateur, observatrice.
Et puis enfin, c'est 3 journées dans lesquelles vous expérimentez pour vous-même, incarner cette approche. Parce qu'en fait, en tant que coach ou dans notre posture d'être dans une conversation où on est là pour guider l'autre, on a besoin d'énormément incarner. Donc vous ouvrez de nouvelles possibilités d'action efficaces dans votre vie personnelle et professionnelle et vous évaluez votre propre compétence en tant que coach, vous identifiez, vos prochaines étapes de développement et ça peut être dans le coaching ou pas. Voilà, donc là, j'ai dit à qui ça s'adressait. Et après, on a des témoignages. Donc d'abord Caroline Chanas, qui est Scrum Master et coach agile au sein du groupe L'Occitane et qui avait fait un PCDI que j'avais co-animé avec un confrère Thomas Gibaud. Le coaching en développement intégral nous invite à penser chaque individu avec cette triple dimension tête, cœur, corps. Après plusieurs années, je réalise de plus en plus que le mental à lui seul n'est pas la solution à tous les enjeux. Nous sommes souvent déconnectés de nos émotions et de notre corps, pourtant de fabuleux alliés pour soutenir le coaché afin de revenir à son essentiel et de faire les bons choix. Et puis Aurélie Huricher, qui est responsable diversité, équité et inclusion également dans le groupe L'Occitane, elle faisait partie de la même promo. Nous avons eu de nombreux moments d'ancrage et cela a fait résonner en moi l'enseignement que j'ai reçu un jour. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. En coaching en développement intégral, c'est pareil. L'énergie du coach est mise avant tout dans sa qualité de présence à l'autre et cela est un travail en soi profond. Voilà, donc là, je me suis présentée, donc je ne vous repartage pas ça. Euh, une info, du coup, ça se passe à la tribu Ubuntu dans le centre de Nantes, qui est un lieu créé par un de mes amis qui s'appelle Emmanuel Valls, qui est un merveilleux coach, facilitateur, formateur. Il travaille beaucoup avec les acteurs de changement et il a créé son lieu, donc ce sera chez lui. Enfin, chez lui, c'est pas sa maison, c'est un lieu dédié. Voilà, le tarif, c'est 1 000 € pour les indépendants et les particuliers et si vous êtes dans une grande entreprise, c'est 1 800 € et c'est une formation qui est éligible au financement OPCO si vous avez une entreprise. Voilà et il y a des prochains webinaires. Donc 1er octobre, on aura développé son alignement et sa justesse. 17 octobre, savoir guider des conversations qui impactent les autres et 8 novembre, développer ses compétences somatiques. Ça veut dire quoi? Hop, nous arrivons à la fin. Donc, je vous remercie, pour votre présence. J'espère que c'était, inspirant pour vous, que ça vous a apporté du grain à moudre, et que vous allez, décanter, tout ça en identifiant les pistes, et les petits pas qui sont juste pour vous. Je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine fois, pour un nouveau, partage.